je te l'ai dit. Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, saison 2, épisode 3. Pour m'accompagner cette semaine, la fine fleur du service des sports de Nice Matin, en commençant par William Imbercé, tout juste rentré de Tel Aviv. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. L'inimitable François Paturle est avec nous. Salut François. Salut Mika. Et la légende, le chef, Philippe Camp, c'est de retour parmi nous. Salut Philippe. Il n'y a qu'une légende au gym, elle s'appelle Dominique Baratelli. C'était l'instant Baratelli de Philippe Camps un peu tôt dans cette émission. Notre invité cette semaine, il connaît bien justement Dominique Baratelli. Il a porté pendant 9 saisons le maillot rouge et noir avant d'en devenir plus tard l'entraîneur. Daniel Sanchez est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'en prie, avec C'est plaisir. une première. Bienvenue dans la bande de Gym Tonic. Au sommaire justement de ce Gymto, eh bien, nous reviendrons bien sûr sur cette défaite en Israël. Le pour-contre concernera Kasper Schmeichel, le rachat de Manchester United, à quoi joue Ineos, sans oublier le Clermont-Nice à venir dimanche. Le Souviens-toi consacré à Jean Snella. Oui, ça date un petit peu, mais Philippe Camps est sur le coup. Et bien sûr, le cadeau de la semaine en fin d'émission. On commence, Will, par ce match donc à Tel Aviv, cette défaite 1-0 en barrage aller d'Europa League Conférence, une défaite assez incroyable des Aiglons au final. Incroyable, déjà avant le match on se disait si ça perd là-bas c'est déjà une grosse contre-performance, mais en plus en vue du scénario de la rencontre c'est complètement aberrant. Quand on a 5 occasions nettes en première mi-temps, on ne peut pas se permettre d'être à 0-0 à la pause et puis d'arrêter de jouer. Nice a perdu la maîtrise et puis cette équipe du Maccabi qui était plutôt faible s'est faite porter par un public exceptionnel, vraiment une ambiance phénoménale, grecque, turque, c'était formidable. Et là, le gym a baissé la tête et aurait pu même encaisser un deuxième but sans le sauvetage sur la ligne de Melvin Barr. Donc ça aurait pu être une soirée encore plus triste que ce qu'elle a été déjà. Philippe, on a du mal à y croire que cet OGC Nice-là ait perdu contre cette équipe du Maccabi Tel Aviv. Will l'a dit, c'était assez faible quand même. Oui, c'était faible. Donc, Nice, en fait, nous a habitués à ce genre de match. En finale de la Coupe de France, ils ont joué un quart d'heure. Hier, ils ont joué 35 minutes. Donc, peut-être qu'à Clermont, ils vont jouer 50 minutes. Ou... Voilà, donc ça serait bien qu'ils fassent des matchs à 90. Donc, c'est vrai que quand on a vu la première mi-temps du Maccabi, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est prenable. Mais c'est comment se rendre les choses compliquées, comment perdre le fil, se tirer une balle dans le pied, je sais pas, il y a 1000 expressions, mais il n'y a pas d'explication. C'est un peu le gym qu'on connaît finalement, Daniel Sanchez, de se rendre les choses toujours compliquées. Vous avez connu ça, vous, à l'OGC Nice aussi? Oui, on a connu ça, mais il y a tellement longtemps, on ne s'en rappelle plus. Hein. C'est autre chose, c'est une autre histoire. Hein. Mais là, effectivement, sur le match d'hier, bon, il y a une telle différence entre la première et la deuxième mi-temps que on ne comprend pas, quoi. Voilà, autant sur la première mi-temps, on ne peut pas reprocher grand-chose. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont pressé assez haut. Il a manqué que les buts. Oui, mais même sur les occasions de but, on ne peut pas dire qu'il les ait manquées, parce que la tête de Thuram, bon, il fait le geste qu'il faut. Les frappes, ce sont des bonnes frappes, mais le gardien est là pour faire son boulot aussi, donc il n'y a pas de problème. La frappe sur le poteau de Delors, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Donc, bon, il n'y a pas eu la réussite, mais il y avait ce qu'il fallait dans le jeu, quoi. Sur le poteau de Delors, François, il y a cette occasion derrière pour Arrêt-Signé, il doit la mettre au fond, là, tout de suite derrière, seul face au but vide. Toi, plat du pied, sécurité. Non, c'est vrai qu'il lui manque un peu le mental du killer, quoi, dans la surface. Et c'est un peu ce qui a manqué à cette équipe de Nice sur ce match, quoi, des attaquants plus percutants, plus efficaces. Et puis en deuxième mi-temps, Nice clairement n'a pas disputé un match de Coupe d'Europe, quoi. C'était, on aurait dit une partie presque amicale, quoi. Et pourtant, oui, on sait ô combien ce match était important et ô combien cette qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence est important dans la saison de l'OGC Nice. Donc là, tu as déjà raté un match sur 2. C'est ça, c'est important dans la saison et dans le projet Ineos aussi. Ils veulent un club qui soit européen chaque année. Cette année, il y a l'opportunité de l'être. Et quand on affronte un club comme le Maccabi Tel Aviv, sans faire offense à ce club, voilà, c'est l'OGC Nice qui doit passer. Donc la deuxième mi-temps est un peu incompréhensible sur ce point-là. Pourquoi lâcher? Pourquoi perdre le fil? Pourquoi ne plus avoir la maîtrise du ballon? Pourquoi se laisser dominer sur des
longs ballons, être en difficulté. C'est là que c'est un peu inquiétant. Pourtant, ils avaient fait franchement la meilleure première demi-heure de ce début de saison. Ils n'avaient jamais été aussi tranchants dans le jeu, dans les actions créées. Donc c'est vraiment étonnant cette perte complète du fil de la rencontre, quoi. On va écouter les réactions des acteurs de cette rencontre après ce match face au Maccabi Tel Aviv. Ils sont devant les caméras d'OGC Nice TV. Pardon. On savait que ça va être difficile, mais on a bien rentré, on a créé 2 occasions, on a bien défendu et malheureusement on n'était pas trop efficace devant. C'est difficile de perdre alors qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'on a eu les occasions pour pouvoir avoir une marge sur la deuxième mi-temps. On n'a pas pu continuer avec la même chose qu'en première mi-temps, quoi. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, tandis qu'en première mi-temps on s'est créé 5-6 occasions pour le moins, net. Et donc voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu, quoi. C'est à nous de nous remettre au travail pour le deuxième match. Et on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire pour rester dans la compétition. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire en Europa League. Je continue à dire qu'il faut absolument qu'on se qualifie. Et puis, on sait que c'est faisable, évidemment, quoi. C'est que la première partie, il reste une deuxième partie à la maison et on va faire tout pour se qualifier. Et j'espère à la maison avec nos supporters. Et on va le faire et on va se qualifier. Voilà, tout faire pour se qualifier. Daniel Sanchez, Lucien Favre disait ça va le faire, on va le faire, on a la capacité de le faire. C'est quoi? C'est un discours d'entraîneur pour mobiliser son équipe ou c'est parce qu'il y croit vraiment que son équipe est capable de battre cette équipe de Tel Aviv? Je crois les deux. Bien sûr qu'il est là pour mobiliser ses troupes, c'est évident, mais je pense qu'il le pense vraiment et on le pense aussi. Parce que quand on voit la première mi-temps, bon, c'est le niveau de l'OGC Nice, le niveau de la deuxième mi-temps, c'est pas le niveau de l'OGC Nice. Donc voilà, il ne faudra pas refaire évidemment les mêmes erreurs, mais on pense vraiment que le gym est supérieur à cette équipe de Tel Aviv. Donc à la fois pour encourager ses joueurs, ne pas mettre le doute, c'est important, et puis certainement parce qu'il le pense, et c'est ce qu'on a vu aussi, quoi. Alors il y a quand même des petits soucis dans cette animation offensive de l'OGC Nice cette saison. On va regarder les statistiques sur les 3 premiers matchs. Will, on peut dire que voilà, l'OGC Nice se crée des occasions, mais 2 buts marqués seulement sur ces 3 premières journées, enfin ces 3 premiers matchs de la saison 2022, c'est assez faible. C'est assez faible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était rassurant cette fois, c'était vraiment le contenu. Je pense que ce soit à Toulouse ou à Strasbourg, même sur l'ensemble de la partie, le gym ne s'était pas créé autant d'occasions nettes dans un même match. Donc là, à ce coup-là, il a manqué un peu l'efficacité. On sent qu'Andy Delors, il réalise pas le début de saison canon qu'il a réalisé l'année dernière. Il a marqué ce penalty qui pouvait lui donner confiance, mais derrière, voilà, hier, il est un peu en échec. Le poteau, c'est de la malchance. Après, derrière, il disparaît. Même en deuxième mi-temps, il est plus là. C'est plus lui qui est au bout des occasions. Donc, offensivement, il se passe quelque chose un peu délicat, et notamment, c'est Stengs qui est hyper décevant. Stengs qui devrait, au fil du temps, disparaître du 11. Pourtant, on a vu Youssef Attal réaliser un bon match, Philippe, hier soir. Il a été présent, il a centré, il a une activité offensive assez importante aussi. Donc, ça doit venir aussi par les côtés ces ballons-là. Même si je trouve que Attal, des fois, il veut trop jouer le sauveur. Mais en même temps, c'est vrai que lui, il met le feu à chaque fois. Il a cette capacité et c'est bien. Et Stengs, je rejoins Will parce que, on l'a vu arriver. Franchement, il a des qualités. Mais maintenant, ça commence un petit peu à durer. Et c'est Bambi, quoi. Il tient pas sur ses jambes. Et il est par terre, le moindre contact, on dirait qu'il est pas fait pour jouer à ce niveau en Ligue 1, quoi. Et c'est dommage. Et du coup, des deux côtés, il y a rien. Ça mène rien. Des deux, les couloirs, il y a rien. Donc si on compte sur le petit Roumain d'un côté et Stengs de l'autre, on va passer une bonne saison. Ça va être compliqué. On parlera justement des dernières infos Mercato. On a plein d'infos à vous donner durant ce Gym Tonic. Daniel, par rapport au positionnement de Ramsey hier face au Maccabi Tel Aviv, on sent que lui, il a apporté un petit peu plus d'allant offensif par rapport au milieu de terrain habituel de l'OGC Nice. Il apporte son talent, sa technique individuelle et tout, et ça, on en avait besoin. Maintenant, effectivement, je pense que le problème, il n'est pas tant dans l'axe, il est plutôt
sur les côtés, avec Steng d'un côté, de l'autre côté le jeune joueur roumain, là, Ilié. C'est un jeune joueur, il faut lui laisser un peu de temps, donc pour l'instant ça marche pas trop. Mais c'est surtout le problème pour moi, je considère que on ne voit pas de joueurs excentrés débordés, quoi. Donc il n'y a pas de centre pour Delors. Et on peut mettre n'importe quel avant-centre, si les ballons n'arrivent pas de côté, ça pose un problème. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque surtout. Ça veut dire quoi, François? C'est un problème de système? Il faudrait que Lucien Favre s'adapte à ses joueurs plutôt que d'essayer pour l'instant, tant qu'il n'a pas les joueurs qu'il veut, d'adapter les joueurs à son système. Le 4-2-3-1 ne semble pas super bien fonctionner, en tous les cas pour Andy Delors peut-être? Oui, on peut parler de système, mais quand on manque de percussion sur les côtés, malheureusement, c'est difficile de trouver un système qui fonctionne. Donc je pense que là, il y a un problème de qualité individuelle qui va se poser à l'OGC Nice si le club a des ambitions élevées, comme ça semble être le cas. On espère qu'ils vont rattraper ça assez rapidement. Alors, 2 buts encaissés sur ces 3 buts encaissés, même en 3 matchs, pour l'OGC Nice, dont 2 buts pour Kasper Schmeichel. Ça va nous donner déjà le pour-contre de cette semaine. Kasper Schmeichel est-il meilleur que Boulka, messieurs? On va laisser commencer François, et on va d'abord regarder, et on va d'abord se dire plutôt que Kasper Schmeichel a été lobé 2 fois. Voilà, ça c'est pour fixer un peu le décor. François, c'est à toi. Oui, respect à Kasper Schmeichel pour l'ensemble de sa carrière. J'étais grand fan aussi de son papa, qui était un très très grand gardien. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression qu'il est toujours en Angleterre, quoi. Il n'est pas encore à Nice. Enfin, encore contre Strasbourg, il y a débat sur sa sortie, mais hier soir, il manque clairement d'anticipation. Il est statique. Il n'est pas dans la grinta, il n'est pas dans l'agressivité. Les spectateurs, un petit peu. Il laisse l'attaquant faire son petit lob comme à l'entraînement. Donc c'est vrai que cette action, quand même, cette image est problématique par rapport à un gardien dont on attend beaucoup plus. Et par rapport à un gardien, Marcin Bulka, qui lui n'a jamais déçu quand il a porté les couleurs du gym et titulaire. Et c'est vrai, d'autant plus que Marcin Bulka, sa grande qualité, c'est que c'est un garçon qui est grand, athlétique, qui a beaucoup de tonicité. Donc c'est vrai que prendre des buts comme ça, où on fait preuve un petit peu de mollesse, et voilà, la question se pose inévitablement. Déjà, Will, ta réponse? La réponse, c'est qu'il n'a joué que 2 matchs. Et en 2 matchs, juger un gardien, c'est délicat. J'étais sûr qu'il allait me dire ça. Ben oui, et puis c'est quand même quelqu'un qui, comme l'a souligné François, qui a une belle carrière derrière lui. C'est quand même le capitaine de la sélection danoise. Il a été champion d'Angleterre avec Leicester, que personne ne voyait venir. C'est un très bon gardien sur sa ligne. Il a un très bon jeu au pied. Aujourd'hui, je pense qu'il doit travailler un peu plus sa gestion de la profondeur avec sa défense. Je pense qu'à Leicester, je ne suis pas sûr qu'il avait une défense aussi haute. Et donc, c'est à lui aussi de sortir de sa ligne quand sa défense est à 40 mètres devant lui. Il faut qu'il comble un peu cette profondeur, parce que sinon l'OGC Nice à chaque fois sera pris dans le dos, et Kasper va prendre 50 lobes dans la saison. Donc je pense qu'il y a juste une question d'ajustement à faire avec le staff, avec ses coéquipiers, et après sur l'homme, déjà sur l'investissement professionnel, c'est le premier qui arrive au centre d'entraînement tous les matins, c'est le premier qui attaque l'entraînement, il est sérieux, il est pro, c'est un personnage, donc on va lui laisser un peu de temps pour vraiment montrer de ce dont il est capable. Mais Daniel, est-ce que l'OGC Nice a le temps? Parce que là déjà, on perd 1-0 face au Maccabi Tel Aviv sur plus ou moins une erreur de Kasper Schmeichel. Il n'y a pas encore de victoire en Ligue 1, il y a un match retour à venir. Enfin voilà, est-ce que l'OGC Nice a le temps de laisser Schmeichel s'imposer dans les buts? On n'a jamais le temps. C'est bien le problème des entraîneurs et tout, de ne pas avoir le temps pour mettre en place et tout, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Donc sur le fait que il y a pas débat, c'est un bon gardien, et l'OGC Nice a pris un très bon gardien, donc voilà. Après il n'y a pas débat non plus, les 2 buts là, contre Strasbourg et Tel Aviv, on peut lui imputer malgré tout, parce que les 2 fois il est en retard, quoi. Ouais, ils sont évitables. Mais il faut du temps quand même pour mettre en place, voilà. Favre connaît bien le club, oui, mais cette équipe-là, elle a changé depuis la première fois où il était là, et il faut du temps, donc le moyen de temps possible, bien sûr, parce que ce début de saison, pour l'instant, on ne va pas se le cacher, il est décevant, hein, donc, et là, il y a une échéance, c'est effectivement le championnat dimanche, et puis ce match au retour, et là, il ne faut pas se louper, hein, c'est une évidence. Philippe, qui t'a convaincu par rapport au débat, déjà ce débat Schmeichel-Boulka? Difficile de donner un point de tranchée. C'est vrai, comme dit William, qu'au bout de 2 matchs, on ne peut pas juger un gardien.
Cela dit, moi je suis d'accord avec Daniel. Le but de Strasbourg, je lui donnais déjà en grande majorité, mais alors celui qui prend à Tel Aviv, il est pour lui, quoi. Et je sais pas, il était sur sa ligne. Il a hésité, on a vu que... Non, puis il a hésité. Puis je comprends pas pourquoi il n'était pas beaucoup plus avancé vu où était sa défense. En même temps, ça fait 2 fois qu'ils prennent le même but. Peut-être aussi un problème de communication en défense centrale. L'année dernière, je trouvais que Dante et Todibo étaient plus soudés, c'était plus rigoureux, c'était plus fort. Là, ça m'a paru flotter un petit peu, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il avait des semelles de plomb sur l'action hier. Baratelli aurait jamais pris ce but. Tu parles de Dante et Todibo, pourtant c'est le seul duel qu'ils ont perdu dans la rencontre. Ils ont disputé 12 duels aériens ou à terre, Todibo et Dante, et sur le seul duel qu'ils perdent, eh bien, il y a ce but du Maccabi Tel Aviv. C'est pas de chance quand même. J'en ai vu d'autres, moi, perdus par Dante. Ah bon ? Oui, notamment un en première mi-temps où il lit mal la trajectoire et il veut anticiper. En fait, il se fait prendre dans le dos. Et c'est Todibo qui compense derrière. Et sur le but, je pense que c'est Dante qui doit compenser la montée de Todibo au duel et il ne le fait pas. Dante et Todibo, ça m'inquiète un peu leur relation actuellement. On sent qu'ils parlent plus de football. Everson nous l'avait dit entre les lignes quand il était venu dans l'émission, justement. C'est vrai qu'entre... Alors par contre, on ne peut pas reprocher grand-chose à Todibo sur ce début de saison. Là, surtout à Toulouse. À Toulouse, il avait été énormissime. Contre Strasbourg, il était aussi pas mal. Mais là, on ne peut pas vraiment imputer quelque chose à Todibo, non. Le retour de Lucien Favre, messieurs. Daniel parlait d'une petite déception sur ce début de saison. On a tous été contents, on a tous eu la hype Lucien Favre quand il est arrivé à l'OGC Nice. On s'est tous souvenus de ces 2 formidables saisons, enfin surtout la première d'ailleurs sous les couleurs niçoises. Est-ce qu'on l'a vu trop beau, là, pour le coup, Lucien Favre ? François, tiens, par exemple, je te vois réfléchir à la question. Est-ce qu'on l'a vu trop beau Non, mais donnons-lui un Mario Balotelli, quoi. Donnons un genre d'exception. J'entendais parler peut-être de la venue d'Edinson Cavani. Ne spoil pas l'émission, ça on va en parler. Mais pour l'instant, je trouve qu'il manque un peu de matos, quoi, notre ami Lucien Favre. Daniel, vous qui avez été entraîneur, c'est toujours difficile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de revenir dans un club ? Alors Nice, oui, en tant qu'entraîneur à joueur, oui, mais en tant qu'entraîneur... Saint-Etienne, oui, j'ai été joueur et puis aussi entraîneur avec Eli Bop. Donc oui, ça m'est arrivé, mais bon, ça change rien, veut rien dire. On peut passer, et puis les choses évoluent, surtout maintenant. Avant, les équipes, ont été restées assez... on gardait les mêmes équipes pendant pas mal de temps et tout. Maintenant, ça change énormément. En l'espace de 2 ans, l'équipe est changée à 90%. Donc... c'est pas une garantie, quoi. Il revient, il connaît bien le club, il connaît la région, il connaît tout ce qu'on veut et tout, mais après c'est des nouveaux joueurs et il faut que ça se fasse. Et on se souvient, Philippe, que lors de sa première saison à l'OGC Nice, c'était un petit peu le même cas. Tant qu'il n'a pas eu tous ces joueurs, Dante, Belanda et Balotelli, c'était un peu laborieux aussi l'OGC Nice du début de saison. Ouais, c'était pareil, mais moi je suis vraiment d'accord avec François, il faut lui donner du matos, quoi. Parce que là, il y a clairement un manque de qualité, il y a 2, 3, je dis pas des trous, mais il y a des manques, quoi, dans cette équipe. Donc, moi, je crois toujours en Lucien Favre et je pense qu'avec d'autres joueurs, ça sera une autre équipe. On espère en tous les cas que ces joueurs-là vont arriver rapidement. Alors il y a une information qui, la veille du match, est sortie. C'est ce fameux rachat, ce serpent de mer maintenant que j'ai envie de vous dire concernant Ineos. Ineos qui voudrait racheter une partie de Manchester United par l'intermédiaire évidemment de Jim Ratcliffe. Ça intervient exactement la veille d'un match très important pour l'OGC Nice, exactement comme la semaine de la finale de la Coupe de France où il y avait des rumeurs sur le rachat de Chelsea. Oui, c'est quoi ce timing entre guillemets pourri d'Ineos pour faire leurs annonces par rapport à l'OGC Nice et au Racing Club anglais? On en avait déjà parlé, s'il y a bien un domaine où Ineos n'est vraiment pas bon, c'est dans le timing et dans la communication. Franchement, là-dessus, ils sont toujours
On se rappelle de l'annonce de Christophe Galtier en plein match de l'équipe de France à l'Euro et des choses. Voilà, à chaque fois, le timing n'est vraiment pas opportun. Alors après, sur le fond, concrètement, je suis pas surpris parce que Dave Braceford, quand il nous avait accordé cette interview pendant le stage au Portugal, nous avait répété que ce n'était pas une idée oubliée d'investir dans le championnat anglais. Jim Ratcliffe adore la Premier League, est fan de Manchester United. Donc là, il voit une opportunité de mettre une petite pièce dans son club. Il a les moyens. Et ce que nous a répété... C'est une grosse pièce quand même, parce que Manchester United est valorisé à 6 milliards d'euros quand même. Oui, mais il a un gros portefeuille aussi, M. Ratcliffe. Donc 6 milliards d'euros pour M. Ratcliffe, je pense qu'il est... Il voulait mettre 4 dans Chelsea. Voilà, donc... Comme l'a répété aussi Braceford, ça n'empêchera pas, ça ne nuira pas à l'OGC Nice. Ouais. Alors ça, c'est leur discours. Si ça se rend concret, il faudra voir les faits. Mais en l'occurrence, ils citent par exemple la Galaxy Red Bull qui arrive à avoir Salzbourg, qui arrive à avoir Leipzig et que aucun club ne nuit à l'autre. Au contraire. Peut-être, mais c'est vrai qu'au niveau de la com, c'est une catastrophe. Philippe, tu y crois, ça, que ça n'ira pas à l'OGC Nice si jamais Ineos rachète un gros club anglais ? Franchement, j'en sais absolument rien, mais des fois j'entends dire Ineos, j'entends des Niçois dire s'ils prennent Manchester, qu'ils se cassent. Oui, on n'en est pas là non plus. Franchement, moi je pense que c'est bien qu'ils soient là quand même, au gym. Et juste pour revenir sur la question de timing, c'est vrai que c'est de la com, tout ça. Mais je pense, pour moi, ça interfère en rien. Les joueurs, ils s'en foutent complètement. Enfin, je vois pas les joueurs perturbés par une annonce pareille. Pour moi, les joueurs de foot, ils sont pas du tout perturbés par ça, quoi. C'est pas parce que la veille, on a dit que Ratcliffe veut peut-être investir dans Manchester United qu'on a perdu un match de Coupe d'Europe en Israël. Donc voilà, c'était juste, je voulais juste dire ça au niveau du timing. Peut-être qu'ils l'ont su à la mi-temps et c'est pour ça qu'à la mi-temps, ils n'ont pas été bons. Ouais. Daniel, il a raison, Philippe, sur ce côté. Voilà, les joueurs, ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est plus embêtant pour le club lui-même que pour les joueurs, parce que moi, je reste persuadé qu'effectivement, s'il y a un gros club anglais qui se libère, entre guillemets, ils seront certainement intéressés. Et le risque, c'est que l'OGC Nice devienne un club un peu satellite, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a déjà 2 clubs qui appartiennent. Il y a Nice et puis il y a Lausanne. Cette année, Lausanne descend en 2e division suisse. Donc, parce que... comment se fait-il, quoi ? Est-ce qu'on a abandonné ce club ou pas ? Je ne sais pas, mais c'est quand même étonnant qu'avec les moyens dont dispose Ineos, on laisse Lausanne aller en 2e division suisse, quoi. François, le rachat de Manchester United, t'es d'accord s'il nous prête Cristiano Ronaldo, c'est ça ? Par exemple. Je suis entièrement d'accord avec Daniel. Je suis vraiment là 100%. Mais juste, Ratcliffe, il est anglais, c'est le supporter de Manchester. On ne peut pas lui reprocher d'avoir envie de racheter Manchester United. Voilà. Tu es supporter de l'OGC Nice, si demain tu as 6 milliards... je les mettrais cash dans le gym. Je ferais revenir Baratelli, je le titulariserais dans la cage. Mais... Ça fait 3 fois, pas de 4e fois, Philippe, sur Baratelli. D'accord. Mais moi, ce qui m'embête un peu plus dans Ineos, c'est la voie qu'ils prennent. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression qu'au niveau du recrutement, par exemple, j'ai l'impression qu'on devient ou une pouponnière et on prend des gamins, ou un EHPAD et on prend des mecs de 35 ans. Donc, je sais pas, mais il n'y a pas des bons joueurs de foot de 27, 28 ans. Peut-être qu'ils veulent pas venir à Nice à ce moment-là. Mais ça, c'est un autre problème. C'est le débat qu'on avait un peu la semaine dernière sur l'attractivité du gym, le fameux pour-compte qu'on a eu la semaine dernière. Messieurs, avant de parler mercato, on va passer au Zap Gym avec la venue cette semaine d'un illustre entraîneur français. C'était Arsène Wenger sous les caméras d'OGC Nice TV. Bonjour tout le monde. Il y a Arsène qui est passé pour dire bonjour. Je vous encourage. Il y a beaucoup de neurones là-dedans, je le sens. Au centimètre carré. J'ai découvert un disque, le centre d'entraînement, que je ne connaissais pas. Et je trouve qu'il est très beau, très, très bien au niveau de la qualité. Je trouve que j'ai regardé l'entraînement. Bon, j'ai eu le plaisir de voir un de mes anciens joueurs ici. Moi, je connais bien Aaron. C'est un joueur qui va apporter en plus.
Il est créatif, il est finisseur, il a le timing pour aller dans la surface au bon moment et il a une forme de confiance en lui qui peut aider l'équipe à grandir parce qu'il a vu des grands matchs et a joué énormément. Donc je pense qu'il peut amener aussi, à travers son expérience et son ambition, beaucoup à l'équipe. Et des anciens de la Première Ligue aussi. Donc il y a un effectif de qualité. Après, je pense qu'il y a tout pour que... On voit que Nice grandit, quoi. Et ça se voit dans les conditions d'entraînement, ça se voit dans l'état d'esprit à l'intérieur du club. Il y a une volonté de pousser plus haut. On a connu toutes les étapes, c'est bien, on a grandi avec ces clubs. Oui, c'est bien. Et vous allez encore grandir. Exactement. Pas bonne chance. À bientôt. Je pense que le propriétaire du club vise une ambition à long terme et qu'il veut faire palier par palier. Et c'est pour ça que je crois que Nice est bien structuré, bien achalandé, avec un bon effectif et des bonnes conditions de travail. Donc il y a tout pour faire. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Voilà donc le Zap Gym que vous pouvez retrouver en long et en large sur les médias d'OGC Nice TV. Oui, on va couper court tout de suite aux rumeurs, mais on l'avait déjà dit, hein, Arsène Wenger, c'est une visite de courtoisie. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il soit directeur sportif de l'OGC Nice. Non, il n'est pas question de ça. C'est vraiment par amitié, par courtoisie. Et puis voilà, il connaissait une des recrues phares de l'été. Donc non, son passage avait... Puis c'est toujours un plaisir de recevoir un monsieur comme Arsène Wenger au centre d'entraînement. Philippe, voir Arsène Wenger avec un maillot de l'OGC Nice quand il a défendu autant de temps les couleurs monégasques. Oui. Non, mais c'est vrai qu'Arsène, c'est un monsieur, il habite dans le coin, donc... C'est ton challenge, hein, cette saison. Nous faire venir sur le plateau. Arsène sur le plateau, Arsène et lui mettre un maillot de l'OGC Nice. Voilà. Bon messieurs, on passe au gros dossier chaud du mercato. Will, on a tous reçu l'alerte Nice matin ce vendredi après-midi. Qu'est-ce qui se passe avec Edinson Cavani? C'est fait? C'est pas fait? Où on en est? Alors on va pas dire que c'est fait, mais on va dire que ça chauffe, sérieusement, parce que Edinson Cavani, son frère était ce vendredi au centre d'entraînement de l'OGC Nice pour sincèrement éplucher la proposition niçoise. Et Cavani, il a un accord avec Villarreal depuis un bon petit moment maintenant, quasiment plus d'un mois, et pourtant il a écouté les propositions de Boca Junior, il a regardé un peu ailleurs. Pourquoi? Parce que Cavani a 35 ans, il n'est pas contre un beau chèque aussi, un beau contrat pour bien finir sa carrière. Et l'OGC Nice a des moyens financiers, a des ambitions, et donc pourrait lui proposer bien plus, et lui propose bien plus que ce que peut lui proposer Villarreal. Et Cavani n'est pas sensible à cette proposition, et donc ça commence à vraiment devenir chaud. Alors précisons qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il n'y a rien de fait, rien de concret. Où il l'a dit, c'est chaud. Quand vous la verrez, peut-être que ça sera terminé. Quand vous la verrez, il aura peut-être signé à l'OGC Nice. Mais en tous les cas, voilà, ce vendredi après-midi, ce qu'on peut dire sur Edinson Cavani. Daniel, un joueur de rêve, Edinson Cavani à l'OGC Nice. Oui, bien sûr. Si on pouvait le prendre, on s'en priverait pas, je pense. Mais... voilà, parce qu'il apporterait beaucoup de choses. D'abord de la profondeur, c'est important. Ensuite, un mental et du caractère. Et ça aussi, parce que ça peut rejaillir sur les autres. Peut-être qu'on manque un petit peu de ce caractère-là quand on voit les différences entre une mi-temps et l'autre. Ça peut venir de là, le doute qui s'installe, et puis donc moins de qualité. Et ça peut nous apporter ce genre de choses, quoi. Maintenant, je reviens au même problème, j'en ai parlé tout à l'heure. Que ce soit Delors, que ce soit Cavani ou que ce soit Dolberg, puisqu'il est toujours là, ce sont des finisseurs et qui ont besoin d'avoir des ballons dans la surface et des centres. Ce ne sont pas des joueurs qui prennent le ballon et qui éliminent deux joueurs et qui frappent. Bon, on le voit peu. Par contre, c'est des bons finisseurs, ils sentent le coup, ils ont le flair et tout. Et pour ça, il faut des ballons qui viennent des côtés. Philippe, il n'est pas un peu rôti, Cavani ? Je sais pas, mais c'est un beau pari, hein, Cavani. Hein. Ça fait Cavani, c'est un bon coup sur tous les plans. Hein, médiatiquement, c'est génial. Médiatiquement, pour cette équipe de jeunes. Marketing, au niveau, puis même au niveau terrain, quoi. Il a vu ce qu'il a fait avec le PSG. C'est un mec qui a une mentalité de feu. C'est un combattant. Puis ça a l'air d'être un exemple, quoi. Donc il peut tirer l'équipe vers le haut, les jeunes vers le haut.
Moi, je sais que Cavani, ça me chauffe bien aussi, oui. Oui, c'est ce que nous disait Todibo dans notre entretien il y a 15 jours, de leur Cavani devant. Alors, même s'ils pourraient peut-être pas jouer ensemble dans le 4-2-3-1, bon, enfin, on n'en sait rien, ça non plus, mais ça remue des défenses, quoi. Ça remue des défenses. Si c'est l'un qui remplace l'autre, je pense que les défenseurs vont avoir mal à la tête. Puis Delors, en plus, d'avoir un coéquipier comme Cavani au quotidien, à l'entraînement, travailler avec lui devant le but, ça va le régaler. Cavani, c'est une personnalité de champion. Meilleur buteur du Paris Saint-Germain, connaît parfaitement la Ligue 1. C'est un monsieur, lui aussi, dans le comportement. Il fait jamais de vagues, il est sérieux, c'est un professionnel. Je pense que au-delà du footballeur, pour l'OGC Nice, c'est encore un personnage dans le vestiaire qui serait magnifique. Je vais me faire la mouche du coach, mon cher François. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à l'OGC Nice et Edinson Cavani quand on rappelle le palmarès que vient de donner William? Oui, on pourrait retourner la question. Qu'est-ce qu'il irait faire à Villarreal finalement, qui cette année, je crois, est qualifié aussi pour la. Tente de se qualifier comme l'OGC Nice. Donc entre Villarreal et l'OGC Nice, il est évident qu'il faut choisir l'OGC Nice, ne serait-ce que pour la beauté de l'endroit et parce que peut-être le club est encore plus ambitieux que le sous-marin. C'est comme ça qu'on l'appelle, Villarreal, je crois. Les autres news mercato, mon cher Will, Nicolas Pepe, où c'en est où? C'est la transition qu'avait fait Monsieur Sanchez. C'est ça, c'est que le gym aussi veut recruter sur les côtés pour apporter de la percussion, pour apporter des ballons devant le but. Et Nicolas Pepe est le profil idoine pour ça. Et là aussi, c'est une piste qui se renforce et qui est peut-être pas loin de trouver une issue positive. Le joueur est emballé par le projet. Ce serait un prêt. Sans option d'achat. Là-dessus, c'est le détail qu'il faudra peut-être fignoler dans les dernières heures de négociation. Transférer 80 millions d'euros, on le rappelle, de Lille à Arsenal à l'époque, c'est le plus gros transfert de l'histoire d'Arsenal. Il doit gagner une tonne en plus à... C'est pour ça qu'un prêt est une bonne formule. Arsenal, c'est-à-dire qu'il prendrait une partie du salaire en charge. Je pense que c'est ça le but. Parce que tu peux payer et Pepe et Cavani aujourd'hui avec le fair play financier, tout ça, ça me semble compliqué, non? Au niveau de la masse salariale, je pense qu'ils ont encore de la marge. Ils ont encore un peu de marge. Puis il y aura des départs de toute manière. Je pense qu'il y a quelques garçons qui vont quitter le club dans les derniers jours du mercato. Donc il y aura un petit jeu des chaises musicales et puis je fais confiance à Ineos pour sortir la calculette et savoir ce qu'il faut faire. Oui, parce que je vais t'en donner un autre de nom après derrière. Tu vas voir que la calculette, elle doit être grosse aussi pour l'OGC Nice. Daniel, c'est le facteur X un peu qui manque à cette équipe niçoise. Pour l'instant, Nicolas Pepe, un joueur de couloir comme ça, tonique. Peut-être, on en a parlé. Là, donc moi, il me semble que... Là, le problème, ce qui se passe actuellement, c'est que les joueurs excentrés sont souvent à l'intérieur. Alors, tactiquement, ça peut poser un problème à l'adversaire. Parce que c'est toujours embêtant quand il y a des excentrés qui rentrent comme ça. Mais pour l'équipe, pour le gym, c'est quand même... On attend quoi? Qui va centrer? On attend les latéraux. Sauf que les latéraux, ils viennent de derrière, ils viennent de très loin, ils ont fait 80 mètres. Et c'est difficile après de centrer et de mettre des centres de qualité, quoi. Alors... Voilà, il faut des joueurs qui débordent, qui peuvent rentrer, être à l'intérieur aussi de temps en temps, mais apporter de la variété, quoi. C'est un petit peu ce qui manque à cette équipe. Un peu de créativité, un peu de variété dans son jeu, quoi. Et on souligne que Éric Roy, qui était à votre place, Daniel, la semaine dernière, avait proposé justement Nicolas Pepe comme solution à l'OGC Nice avant que l'on entende parler de ces rumeurs. Donc peut-être que c'est en regardant Gym Tonic, pourquoi pas, que Jean-Pierre River a eu l'idée de contacter Nicolas Pepe sous les conseils d'Éric Roy, que l'on salue. Alors l'autre nom qui est apparu cette semaine et qui lui aussi en salaire, ça doit coûter cher, eh bien c'est le Brésilien Marcelo. La piste a été explorée, mais je pense qu'elle n'a pas du tout été validée vraiment au niveau du staff. Parce que lui, là, pour le coup, je pense qu'il est vraiment rôti. Oui, je pense aussi. Franchement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que même Dante, au foot-volley, le prend pas comme coéquipier, Marcelo. Franchement, il est bouilli complet, il court plus au Real et c'est juste une mascotte. Il fait rire, il est sympa, il est jovial. Mais un arrière-gauche à l'OGC Nice, non merci. Ouais.
Bon, Donc non. On enterre la piste Marcelo, tout comme on enterre la piste Amouzou, on en parlait encore la semaine dernière. Amouzou, je pense qu'ils en ont demandé un peu plus, les Belges. En plus, il a fait un bon début de saison, il a marqué, donc il a fait un peu monter sa valeur marchande. Et je pense que là, l'OGC Nice a un peu mis le holà aux négociations et s'est rabattu sur notre profil. Sur le plan des départs, Will, quelques infos. Il y a des joueurs qui sont... on pense à Schneiderlin, par exemple. Schneiderlin, mais ça manque toujours vraiment de clubs intéressés. Lemina, qui était vraiment censé prendre la direction de la Samp, il pourrait finalement rester, parce que finalement, il montre qu'il peut apporter quelque chose dans le système de Lucien Favre, et il a convaincu l'entraîneur qu'il pouvait peut-être vraiment lui apporter quelque chose cette année. Donc voilà où on en est. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs réclamés du côté de l'OGC Nice. Alors il y en a un qui a une cote quand même malgré tout, encore à l'OGC Nice, c'est Amine Gouiri. Et on sait qu'il vit une année 2022 compliquée, Amine Gouiri. On va regarder ses stats sur cette année 2022 à l'attaquant de l'OGC Nice, et on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de buts marqués. 21 matchs joués en Ligue 1, je précise, pour Amine Gouiri. 2 buts seulement marqués en 2022, 18 fois titulaire. Ça fait, on va pas trahir un secret en disant que ça a failli être notre pour-contre de la semaine. Faut-il vendre Amine Gouiri ou pas? Finalement, on s'est un peu rabattu sur Kasper Schmeichel après le match d'hier soir, mais s'il a une cote et voyant qu'il n'arrive plus trop à mettre un pied devant l'autre, Will, est-ce qu'il faut vendre Amine Gouiri? Attention, il n'a plus la même cote aujourd'hui. Parce que, il vaut plus les 40 millions d'euros qu'on disait forcément non. Les stats parlent d'elles-mêmes, et il a mis 2 buts en 2022. Dans le jeu, c'est plus trop ça. Il baisse un peu la tête. Je pense qu'avec Christophe Galtier, ça s'est pas bien terminé, c'était plus la grande entente avec son coach, donc il avait eu aussi peut-être des promesses de revalorisation avec Julien Fournier qui n'est plus là, et je pense qu'aujourd'hui Ineos a d'autres chats à fouetter que de penser à la revalorisation d'Amine Gouiri. Peut-être marque des buts d'abord et après peut-être que tu seras revalorisé. Je sais pas concrètement le discours en interne, mais je sais qu'Amine Gouiri s'était posé beaucoup de questions cet été, et que par exemple si Christophe Galtier était resté, je pense qu'Amine Gouiri n'était plus là. Donc aujourd'hui l'arrivée de Favre a changé des choses, mais Amine Gouiri n'a pas retrouvé son jeu. Pourtant en équipe de France Espoir il se régale, mais quand il arrive à l'OGC Nice c'est un peu plus délicat. Alors Lucien Favre a parlé de son placement, est-ce que vraiment c'est un joueur de côté? Il ne pense pas, il le voit plutôt en 9,5 ou peut-être en 9. Voilà, il faudra trouver, mais Amine, après, je trouve ça dur de penser qu'il faut le vendre, ce garçon, quand on voit tout ce qu'il a été capable de faire. Je pense qu'il ne va pas rester dans le creux de la vague encore longtemps. François, tu avais préparé le coup. Oui, parce que Amine Gouiri, on sait que c'est un garçon qui est capable de le faire, de marquer des buts. Contrairement à Kelvin Stengs et à Ilie, dont on attend encore dur avec Ilie. On attend beaucoup, mais pour l'instant, ce sont c'est plus des espoirs. C'est pas mal. Et je pense qu'une grande réussite du mercato niçois serait de remettre en confiance Amine Gouiri et de retrouver le vrai Gouiri. Et à mon avis, je serais très surpris qu'il ne débute pas le match contre le Maccabi la semaine prochaine. Il y a déjà le match de Clermont aussi. Oui. Mais je pense que voilà. Dimanche. Daniel, quand un joueur doute comme Amine Gouiri doute en ce moment, il n'a pas joué à sa place, quand il rentre, il essaye, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui parler beaucoup. Oui, bien sûr, il faut lui parler, mais moi, pour revenir sur Gouiri, moi, si j'étais l'entraîneur de cette équipe, je le garderais, je ferais tout pour le garder. C'est un footballeur, il a quelque chose en plus, il élimine, il est capable d'être efficace dans ses gestes, mais encore pas assez dans la finition. Et évidemment, marquer 2 buts, c'est insuffisant pour un attaquant. C'est un fait. Mais ça reste un joueur qui a de la qualité et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, il faut le garder, à mon avis. Maintenant, après, bien sûr qu'il faut lui parler. Il faut essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer. Effectivement, Favre disait il est certainement mieux en 9,5. Je pense aussi que c'est certainement sa meilleure place. Donc, le mettre en confiance en le faisant jouer, en lui parlant, en étant le plus proche de lui. Et puis après, c'est aussi à lui à se remettre un petit peu en cause, malgré tout. Parce qu'on a parlé à un moment donné, je crois qu'on parlait du Barça. Du Real. Ou du Real. Donc, bon, là, peut-être que c'est un peu exagéré. Mais lui, donc lui, à son niveau, il faut peut-être aussi qu'il revienne à des choses un petit peu plus basiques et certainement plus efficaces, quoi. Mais Philippe, s'il y a un club qui arrive avec 40 millions sur la table pour Amine Gouiri, là maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi?
40 millions, hein, je te parle. C'est sa valeur, sa valeur la plus haute, maintenant. Je me réveille déjà. C'est impossible. 40... Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, dans le football, on ne sait pas aujourd'hui. Qui va lui donner 40 millions aujourd'hui, il est méconnaissable. Moi, Mais c'était sa valeur il y a encore quelques mois. Moi, j'adore ce joueur. C'est un vrai footeux. Daniel l'a dit. C'est une étincelle. Il a des qualités. Et puis, il a montré. Il a porté Nice à une époque. Donc, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit François, dans le sens où ça peut être, lui, le joker le plus du mercato. Parce que relancer Gouiri, c'est capital pour le gym et pour lui. Mais il faut peut-être c'est vrai que lui aussi, il doit se remettre en question. Et là, il a peut-être été un peu vexé de ne pas commencer en Israël. Et parce que j'ai vu 2-3 fois où il va au charbon, mais après il lâche tout ça. Peut-être mentalement, il faudrait qu'il retrouve la grinta, quoi. Parce que là, en ce moment, il est méconnaissable. Il n'arrive plus à éliminer un joueur. Il cadre plus. C'est le contrôle de trop. Et c'est dommage parce que franchement, c'est un super joueur. Voilà donc pourquoi on n'a pas fait de pour-contre autour d'Amine Gouiri, puisque tout le monde est d'accord sur ce plateau. Il faut garder Amine Gouiri pour l'instant à l'OGC Nice. On passe au match contre Clermont. Ça sera dimanche 15h. Messieurs, enfin une victoire. On l'attend, cette victoire de l'OGC Nice pour le moment, parce qu'il y a eu 2 matchs nuls, une défaite sur les 3 matchs officiels. Et puis il y a un sacré calendrier qui arrive. Après Clermont, c'est le match retour. Après le match retour, c'est Marseille. Après Marseille, c'est Lille. Et après Lille, Monaco. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'il faut gagner. Voilà, il va falloir commencer à prendre des points. Attention, jamais facile à Clermont. On se souvient l'année dernière, il avait fallu renverser le match en deuxième mi-temps parce qu'ils étaient menés 1-0. Donc ça sera encore un duel, de l'agressivité en face. Avec la fatigue de Tel Aviv. Je pense que ça va tourner un petit peu. Justement, on va faire la compo après. Voilà, donc, mais là, il n'y a plus le choix. Faut commencer à prendre des points parce que derrière, ça va être encore plus compliqué. Et puis, pour préparer le match retour de Tel Aviv, je pense qu'il faut commencer à emmagasiner un petit peu de confiance avant aussi. Ouais, c'est exactement ça, hein, Daniel. Prendre des points pour avoir la confiance pour le match retour aussi. Oui, bien sûr. Là, maintenant, on est à un point où il faut gagner, quoi. Le meilleur des remèdes, c'est de gagner. Hein, on n'en est qu'au 3e match de Ligue 1, on dit déjà ça. Hein, oui, mais maintenant, c'est le foot, on n'a plus le temps de quoi que ce soit. Donc, il y a un match là. En plus, c'est le match piège par excellence. Bon, Clermont, c'est pas un grand nom, mais malgré tout, ils se sont maintenus. L'année dernière, tu l'as rappelé, ça a été difficile. Première mi-temps difficile. Heureusement, une réaction en deuxième mi-temps, donc match piège, attention malgré tout, mais il faut se remettre dedans, hein, c'est évident. Cette équipe de Clermont qui a quand même perdu son meilleur joueur, hein, Mohamed Bayo, son meilleur buteur, qui est parti, donc peut-être un peu moins costaud que l'année dernière, cette équipe de Clermont. Peut-être, mais on voit la semaine dernière, ils perdaient 2-0 à la mi-temps, ils ont gagné 4-2 à la fin. C'est pas faux. Donc c'est une équipe qui a du caractère. Gastien, en plus, c'est un entraîneur qui prône du jeu, qui est donc... C'est pas mal, mais l'année dernière, c'est pas un doublé de Gouiri aussi ? Oui. C'est quand il marquait encore des buts. La compo probable, mon cher Will, de ce Clermont-Nice, elle n'est pas facile à faire. Non, pas facile, parce que là, les infos, on les a pas trop. Il n'y a pas eu de conférence de presse d'avant-match, ça encore. On ne sait pas qui a des bobos, pas de bobos. Non, donc, puis il n'y avait personne avec nous dans l'avion en rentrant d'Israël. Donc, on jette un peu la pièce, là. Un petit peu. On voit un peu aussi ce que veut faire le coach Favre depuis quelques semaines déjà. Donc derrière, ça ne devrait pas vraiment bouger avec donc Schmeichel dans les buts. On en parlera plus tard. Ah non, on en a parlé, mais... On a déjà parlé. Fatigué. C'est le décalage horaire. Derrière, il y a Tal Todibo, Dante Bar, la classique, parce que Lotomba ou d'autres ne montrent pas satisfaction pour pouvoir vraiment rentrer dans la rotation. Rosario, qui oui, peut vraiment rentrer dans cette rotation en 6. Et Beka qui était possiblement aligné en Israël, n'a pas joué parce qu'il était un petit peu touché, un petit peu fatigué, donc il devrait jouer à Clermont. Parce que Ramsey peut-être pas enchaîner 2 matchs consécutifs. Je pense que Ramsey ne sera pas capable, et puis je pense qu'en voyant ce qu'il a donné et par son expérience de ces matchs un peu importants en Coupe d'Europe, il devrait le retitulariser jeudi en Coupe d'Europe, et donc là le faire souffler un petit peu. Donc Beka Thuram qui lui aura le coffre pour pouvoir aligner un deuxième match, et là donc Gouiri le retrouver dans ce couloir gauche avec possiblement Brahimi qui reprendra à droite malgré une entrée horrible en Israël. Oui, mais bon, c'est soit Brahimi soit Stengs, presque. Oui, mais là, Stengs, je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment
plus beaucoup de capital confiance et de capital accordé par le staff. Donc vraiment, voilà, en attendant des recrues, ce sera peut-être Brahimi qui aura une chance sur le côté droit et Andy Delors qui reste devant parce que lui aussi, il faut qu'il retrouve de la confiance et qu'il claque. Allez, on vous fait jouer cette semaine pour gagner 2 places pour le match face au Maccabi Tel Aviv jeudi en Europa League conférence. On espère d'ailleurs que l'Alliance Riviera sera plein comme le Bloomfield Stadium de Tel Aviv pour mettre le feu à cette rencontre. On vous fait donc gagner 2 places. Il faut pronostiquer le score du match entre Clermont et Nice. Le score, le nom des buteurs sur les réseaux sociaux de Nice Matin avec le hashtag Gymtonic. On passe au Souviens-toi, mon cher Philippe, souviens-toi qui date. Souviens-toi qui date d'hier. Hier, Jean Snella, c'était le coach de Nice hier ou avant-hier, dans les début des années 70. Il est arrivé, il avait remplacé je crois en 72, il avait remplacé Léon Rossi au bout de quelques matchs. Et puis alors dis-nous juste pourquoi on parle de Jean Snella. J'ai voulu parler de Jean Snella avec Daniel parce que parce que Snella, Lucien Favre, c'est le beau jeu, c'est un peu un esthète du football. C'est on n'est pas. J'aurais jamais parlé de Jean Snella sous Christophe Galtier, qui était plus un pragmatique, qui était plus un Markovic, quoi, pour faire référence au passé. Donc il y a une similitude entre Jean Snella et Lucien Favre. Et donc je voulais en parler avec Daniel parce que je sais que Daniel a toujours aimé, il a toujours un grand souvenir de ce coach à Nice, et donc j'avais envie qu'il nous parle un petit peu du passage de Snella à Nice. C'est lui qui m'a fait débuter, donc forcément ça reste dans ma mémoire, hein. Mais bon, il faut contextualiser un petit peu, c'était une autre époque, hein, donc évidemment le discours était différent et tout. Snella, c'était d'abord, il faut savoir que c'était quelqu'un qui vivait au stade, quoi, hein. Il s'occupait des ballons, il cirait les ballons, il s'occupait des chaussettes, des équipements et tout. Incroyable. Maintenant on voit des staffs à rallonge avec 4 intendants et tout. Avant ça n'existait pas, tout ça. Oui, avant sur le banc ils étaient 3. Oui, le tout coach, à fait, tout à fait. Le remplaçant, puisqu'il n'y en avait qu'un. Tout à fait. Et le kiné. Ah oui, moi quand j'ai débuté, il y avait 11 joueurs et un remplaçant. Autant dire que le remplaçant, il jouait 10 minutes, hein, parce qu'on ne pouvait pas le faire rentrer avant s'il y avait un blessé ou quoi. Donc c'était complètement différent, quoi. Mais donc c'était quelqu'un qui était tout le temps au stade et qui avait un discours toujours positif, quoi. Voilà, c'était effectivement le beau jeu. Maintenant, quand on présente en avant-match, on fait la conférence d'avant-match et tout aux joueurs, on leur parle de l'équipe adverse, on a des images, on présente les joueurs individuellement, la façon de jouer et tout. Donc, tout ça, ça n'existait pas avant. Tout ça, il n'y avait personne qui allait voir jouer l'adversaire. Donc on ne parlait pas de l'adversaire, on ne parlait que de soi. Et on ne changeait jamais de façon de jouer aussi. On a toujours joué en 4-3-3. Donc c'était pas la peine de revenir à chaque match sur comment on va jouer et tout. On le savait, ça ne changeait pas. L'adversaire, on le connaissait parce que évidemment on jouait tous les ans contre, mais on se préoccupait pas de savoir s'il allait jouer en 4-3-3, en 4-4-2, peu importe, quoi. Donc on était complètement focalisé sur nous-mêmes, quoi. Et le discours de Snella, c'était les gars, aujourd'hui le beau jeu, quoi. On se fait plaisir. On joue, on donne le maximum, on joue en équipe, et les passes surtout, on s'applique dans les passes. Ça, c'était son grand truc, quoi. Donc on est à des kilomètres maintenant de ce qu'on peut dire devant les joueurs, quoi. Et voilà, c'était ça. Donc c'était un état d'esprit, quoi. Lucien Favre, il insiste beaucoup justement, sur les passes, sur la qualité des passes. Il fait travailler la position du corps, la position du pied d'appui. C'est très 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 basique. Et donc il tenait ce discours, quoi. C'était se faire plaisir, c'était faire plaisir au public. C'est un spectacle. Ça aussi, c'était très important. C'est un spectacle. On fait plaisir au public. Le stade va être plein, la pelouse est super, les ballons, je les ai bien gonflés et tout. Il y a tout. Il y a tout pour que... Des fois, ils avaient des maillots sublimes. Et ils étaient beaux. Et c'est vrai qu'il leur disait. Il leur disait, vous êtes beaux. Et moi, je trouve ça... On est capable de le faire. Il insistait là-dessus. On est capable de le faire et tout. Et donc, quand on partait, voilà, c'était ça, avec cette idée de jouer, quoi. Il n'y avait pas de pensée négative. Je ne sais pas si c'est Jouve ou si c'est
Molitor qui m'avait dit que des fois, la tactique, il disait, il fermait le point, il dit la tactique c'est ça. En défense, comme ça, et en attaque, on explose. Je sais pas, mais c'est un geste. Donc la défense... Et ça suffisait parfois à gagner des matchs. Mais ça suffisait. Pas besoin d'écrans géants, de tacticiens, il leur fallait pas 2 terrains pour faire un contrôle ou un centre, comme aujourd'hui. Voilà, c'est le football qui a changé aussi. Et les joueurs exceptionnels. C'était les années 70. Attention, pas de 4e fois. Non. Et moi, je me souviens de mon premier match. J'arrivais du Cavigal. Donc, un mois avant, je jouais avec les juniors Critérium du Cavigal. Et on part jouer à l'étranger. À l'époque, il y avait la Coupe des villes de Foire, je crois. Oui. L'ancêtre de la Coupe et donc, UEFA. voilà, on est parti jouer à Prague. Ensuite en Suède. Et donc, je fais mon premier match là. J'arrivais, j'étais au club. On avait fait un peu de préparation avant. Et c'est son discours vis-à-vis de moi, il est venu me voir, il m'a attrapé comme ça, il m'a dit, Daniel, comme au Cavigal, au Cavigal, tu te casses pas la tête, tu joues de la même manière, ne change rien, toujours pareil. Voilà, c'était son discours. Il m'a pas donné de consigne de suivre son joueur, de faire attention à l'un, de faire attention à l'autre. Non, tu joues comme tu sais le faire. Voilà son discours. Et il tenait ce discours-là à tout le monde. C'est là qui était un entraîneur mythique de Nice, avec le coach qui avait gagné les titres dans les années 50. Moi, j'ai une devinette pour vous tous. Dans quelle ville en France il y a une rue qui porte le nom Jean Snella? Très simple. C'est très simple. Saint-Étienne. Bien joué, Daniel. Ah, oui. C'est que t'as pas le droit, parce qu'il a été 3 fois champion. Parce qu'il a été 3 fois champion de France avec les Verts. Oui. Alors qu'à Nice, hélas, il n'a pas gagné de titre. Nice gagnait les cœurs, mais il ne gagnait pas de titre. Eh oui, l'époque, avec cette fameuse finale de Coupe de France, mon cher Daniel. C'était romantique. Cette fameuse. Dont vous vous souvenez. Pas forcément fameuse pour nous, mais c'est un match. Mais dont on a beaucoup parlé déjà sur le plateau de Gym Tonic. C'était un match raté. Et juste pour finir avec Daniel, vu que c'est l'Europe là, donc comment faut-il aborder le retour? Quand on a été mené 1-0 avec maintenant l'histoire des buts à l'extérieur qui comptent plus double, tout ça. Oui, bon, il faut pas se... Je pense qu'il faut l'aborder avec confiance d'abord. Faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est qu'on a vu une très bonne première mi-temps. Parce qu'il y a aussi cette histoire de pression qui fait que beaucoup de gens se disent si on est éliminé là, on va le traîner comme un boulet, la saison est foutue. Oui, bien sûr, mais ça, donc il va y avoir une pression. Il y a toujours maximale, une pression de toute façon, quelle qu'elle soit, il y a toujours une pression. Et là, donc, on sait ce qu'on a à faire. Il faut gagner, c'est tout. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut garder confiance. Je pense que Nice est supérieur à Tel Aviv. Bon, ça, c'est pas vérifié là, mais ça, c'est le foot, quoi. Mais après, sur 2 matchs, à Nice, avec l'appui du public et les qualités que l'on peut avoir à certains moments, alors il faudra que ce soit beaucoup plus constant que ce qu'on a vu là, mais il n'y a pas à se mettre non plus dans des états terribles ou de vouloir à tout prix aller très vite et de marquer et tout. Non, de se précipiter. On a 90 minutes pour marquer un but. À partir du moment où on marque un but, on n'est déjà pas éliminé. Alors, il ne faut pas en prendre, bien sûr. Voilà. Donc... ça reste du temps, il ne faut pas gamberger et tout, mais il faut faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Mais est-ce que l'Alliance fera le plein? Eh bien justement, on va repasser notre appel. Il faudra du monde à l'Alliance Riviera. Jeudi soir, les places à partir de 5 € pour ce match, déjà le plus important de la saison de l'OGC Nice, pour voir la Coupe d'Europe une nouvelle fois cette saison à l'Alliance Riviera. Mobilisez-vous pour venir voir cette rencontre et encourager les Aiglons. 5 € reversés au fonds de dotation du club, donc c'est une belle action en plus. Et en plus, vous faites une belle action en venant. Mais vraiment, voilà. Les Niçois, arrêtez d'attendre les grands matchs, les grands rendez-vous. Il y a Marseille qui va venir, il y a Monaco, il y a Paris. Mais c'est celui-là. Mobilisez-vous pour ce match-là. Que l'OGC Nice aille en Coupe d'Europe. Moi, quand je revois ce que j'ai vu en Israël, je me dis, mais c'est pas possible que chez nous, on soit pas capable de le faire, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, le message est passé. On vous espère donc nombreux jeudi soir. Merci beaucoup, Daniel Sanchez, d'avoir été avec plaisir. Nous. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Un puits de science, et de sciences footballistiques, bien sûr. Daniel Sanchez, merci messieurs. Bonne semaine à vous, grosse semaine qui s'annonce. On croise les doigts pour Cavani, pourquoi pas. Oui, on va suivre ça attentivement dans les pages du journal Nice Matin. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.